Bienvenue sur le podcast Révolution Bilingue. Pour ce 20e épisode, nous partons à Buenos Aires à la rencontre de Keren Benoliel, auteure-éditrice française installée en Argentine depuis plusieurs années. Le podcast Révolution Bilingue est proposé par French Morning avec le soutien de Calec. La lecture pour les enfants à cœur, Keren a fondé les éditions Keltupe, qu'elle a voulu multilingue avec des livres en français, en espagnol et en anglais. Voici son histoire. Alors bonjour Keren, merci de nous rejoindre sur ce podcast Révolution Bilingue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour Fabrice, d'abord merci à vous, à toi de m'inviter. Eh bien écoute, je m'appelle Keren Benoliel, je suis française, je vis en Argentine à Buenos Aires depuis 8 ans. Comment je suis arrivée là? Eh bien, j'ai vécu à New York quand j'avais 20 ans déjà. Donc ça veut dire que j'avais déjà toujours cette envie de bouger, d'aller vers les autres cultures. Et aussi parce que je maîtrisais déjà plusieurs langues. Donc j'avais toujours ce besoin d'aller dans d'autres pays, parce qu'une langue, avant tout, il faut la pratiquer dans son endroit même. Donc l'Argentine est venue parce que je suis française, mais par ma famille d'origine marocaine, où il y avait à la fois l'arabe, mais aussi l'espagnol. D'accord, donc tu es déjà polyglotte. Tu parles combien de langues finalement? Alors je parle 4 langues, et puis après au niveau de la compréhension, je peux en parler un peu plus. Donc lesquelles? Par exemple, l'italien, je suis familière avec quelle autre langue? Bon, l'arabe évidemment. L'arabe, je le comprends plus que je le parle, évidemment. L'hébreu, que j'écris, je le lis et je le comprends aussi assez bien. Le français, l'anglais. Le français, l'anglais, l'espagnol. Ça par contre, je les maîtrise très très bien. Voilà. Enfin, d'après mon mari argentin, parfois je peux améliorer mon espagnol, mais je le maîtrise vraiment bien. En fait, depuis que je suis petite, j'ai une facilité avec les langues, et je crois que ça vient aussi du fait que il y a aussi cette ouverture d'esprit vers les autres cultures. Donc ça aussi, ça aide beaucoup. Et puis, vous savez, apprendre une langue, c'est une gymnastique. Voilà, j'avais lu beaucoup d'études scientifiques là-dessus, où en fait le cerveau a une réelle gymnastique, il y a un réel système dans l'apprentissage des langues. Oui, dans ce podcast d'ailleurs, on a eu quelques experts, des neuroscientifiques qui ont parlé de tout ça. Mais parle-nous un peu de ta carrière, parce que finalement, donc, tu as fait 1001 choses. Mais... 1001 choses, avec une ligne directive qui était le journalisme, les médias, l'écriture. Donc pendant 20 ans, journaliste culturel, mais pas que. En France, c'est ça? En France. Et puis aussi, surtout, j'ai pu travailler dans un des domaines qui est une de mes passions, qui est le cinéma. Donc j'ai travaillé aussi pour le studio Canal+, par exemple. Mais tout ça rejoint le monde donc artistique, culturel, créatif. Donc voilà, j'ai toujours gardé cette ligne directive. Donc là, on se transporte maintenant jusqu'en Argentine. Et donc j'arrive en Argentine il y a 8 ans, parce que après une carrière de un peu plus de 20 ans, donc dans tous ces métiers que je viens d'évoquer, et je viens pour passer 1 an. Pareil, découverte d'une nouvelle culture. J'ai été passée 3 ans auparavant, donc il y a 11 ans, juste comme ça, pour 1 mois, et j'ai aimé. Donc je retourne en France, j'y reste 3 ans pour terminer un documentaire, où c'était par contre là un documentaire sur l'identité, sur la recherche de l'identité, et je me dis ça y est, là on a fait un beau parcours de 20 ans dans les médias, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Allons voir du côté de l'Amérique latine. Je débarque et je ne savais pas que mon mari m'y attendait. Voilà, donc c'est d'abord... À l'aéroport déjà, il était... Ah oui, quasi, hein. Honnêtement Fabrice, quasi à l'aéroport, puisque j'arrive le matin, le 22 mars, à 8h du matin, et le 22 mars, à 20h, on dîne ensemble, et on se quitte plus. Et on crée quelques mois plus tard, notre famille franco-argentine. Et de là, démarre mon histoire bilingue, réellement. En fait... pas la naissance, mais je tombe enceinte de notre premier enfant. Et là, je me dis, quand on a été comme ça très actif, je pouvais pas rester là à regarder le plafond. Donc, je me remets à écrire. Et c'est là où je démarre cette collection de livres
qui est donc Lupita et ses amis. Alors, parle-nous un petit peu de Lupita. Alors Lupita, c'est très très lié à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale. En fait, c'était la petite tortue qui appartenait à mes arrière-grands-parents au Maroc. Et cette petite tortue est arrivée dans cette maison parce que un de mes cousins est tombé malade. Il y a plus de 50 ans, on ne savait pas nommer les maladies. Et on disait, il est malade, il a ci, il a ça. Et quelqu'un, autour de mon grand-oncle Albert, lui a suggéré d'apporter une tortue à la maison. Il apporte cette petite tortue et mon cousin s'améliore, guérit. Donc on garde la tortue et on la nomme Guérison. Et quand j'étais petite, j'allais visiter mon grand-oncle au Maroc et elle était là, Guérison était là. C'était un peu notre copine. On lui donnait à manger, on jouait un peu avec elle. Et le jour où mon grand-oncle a quitté le Maroc pour la France, Guérison a disparu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. C'est une tortue magique? Non, mais moi je dis que tout simplement, et peut-être effectivement de manière assez magique, 30 ans plus tard, elle est réapparue dans mon imagination. Et elle est devenue le personnage principal de ma première collection de livres pour enfants. Alors j'ai pas gardé le nom de Guérison parce que c'est important, quand on apprend les langues aux enfants, que les sons soient accessibles. Et je trouvais que le R français, qui est un son guttural, allait être un peu difficile pour les enfants. Donc je l'ai nommé Lupita. Et j'ai fait le brainstorming, le même brainstorming qu'a fait Kodak quand il a trouvé son nom. En fait, Kodak s'est réuni et a dit, on va trouver un mot utilisable et prononciable dans toutes les langues du monde. Et Kodak est apparu. Et Lupita est donc prononcé et prononçable dans toutes les langues du monde. Apparemment. J'ai fait le test, j'ai fait des recherches, c'est Lupita. Et parce que tu pensais déjà à le traduire? Oui. Ça? Alors non, c'est pas que je pensais, c'est que à l'écriture, j'ai travaillé en simultané avec le traducteur espagnol. Pourquoi? Et étant enceinte de mon premier enfant, qui allait être fatalement franco-argentin, donc c'était même pas, je l'ai même pas pensé, c'était obligatoire que les livres allaient être bilingues d'entrée de jeu. Donc, et en travaillant vraiment simultané. Non, ça a été un travail incroyable. Et je savais que mes enfants allaient être, enfin mon fils, et après est venue ma petite fille. Donc je savais que mes enfants allaient être bilingues. Parce que j'allais leur transmettre ma langue française et mon mari l'espagnol. Et en plus, en vivant en Argentine, donc ils allaient être baignés d'entrée de jeu dans un monde espagnol. Et ils allaient lire des livres dans les deux langues. Dans les deux langues. Et puis par la suite, j'ai compris que j'avais déjà donc une collection assez consistante, sérieuse. L'anglais était un peu obligatoire. C'était quand même la langue fédératrice, une des langues véhiculaires. Donc, j'ai rajouté depuis peu l'anglais. Et en décembre, je me suis retrouvée avec une collection de 6 titres où chaque titre, chaque livre a sa version en français, le texte original, traduit à l'espagnol et traduit en anglais. D'accord. Donc Lupita, finalement, commence à être connue dans tous les pays du monde. Alors oui, j'ai commencé à Buenos Aires la publication, la diffusion, mais très rapidement, j'ai placé des livres dans les librairies en France, dans des librairies à Londres et à New York, aux États-Unis, en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, en Colombie, en Uruguay. Et on espère aussi, comme ça, continuer ce chemin vers aussi le continent asiatique, le Japon, par exemple. Voilà, on avance step by step, pas à pas, passo à passo. Mais voilà, on est comme la tortue, comme la fable de La Fontaine. Voilà, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et tu veux ajouter d'autres langues, c'est ça? Oui, bien sûr. L'arabe, j'aimerais bien. Alors, ça a été une super rencontre. J'ai été contactée par l'agence de presse marocaine à Buenos Aires, qui m'a fait une super interview. Et d'ailleurs, voilà, on a aussi nos petits contacts du côté du Maroc pour avoir les livres traduits en arabe. Évidemment, j'ai aussi mes contacts en Israël pour que les livres soient traduits en hébreu. Voilà, donc tout ça, c'est en cours. Mais mon idée, c'est à la fois, il y avait 2 envies. Transmettre à mes enfants ma culture française. À travers quoi? À travers un livre qui est pour moi l'outil essentiel de transmission du savoir à un enfant. Deuxièmement, transmettre une langue, ma langue maternelle. Troisièmement, transmettre mon côté aussi multiculturel, parce que je suis d'origine mélangée, où moi toute petite j'ai baigné comme ça dans plusieurs langues.
Donc c'était aussi cette envie de transmettre et le multiculturalisme à travers quoi? À travers le multilinguisme, qui est aujourd'hui pour moi essentiel, primordial. Un enfant aujourd'hui doit être minimum bi à trilingue, parce que c'est ce monde-là dans lequel il naît, donc on ne peut pas lui donner moins que ça. C'est vraiment ne pas l'aider sinon à démarrer la vie. Et j'ai créé aussi un programme éducatif qui lui est en train de prendre jour pas à pas, qui s'appelle Naître pour lire, Born to Read, Nacer para leer. Et c'est pareil, c'est-à-dire promouvoir le multilinguisme dès la naissance. Dès la naissance. C'est formidable. Ouais, c'est super, it's amazing, c'est great. Barbaro. Alors, ramène-nous un petit peu à Buenos Aires et parle-nous un petit peu de ton contexte, du contexte finalement linguistique de l'Argentine. Alors, j'ai trouvé tout de suite un confort. Pourquoi? Parce que l'Argentine a une tradition avec à la fois la culture française, où d'ailleurs l'architecture est en partie construite par les Français, et aussi cet amour qu'ils ont, parce que avant tout, il faut comprendre que la France et l'Argentine, c'est une histoire d'amour. Et elle est aussi à l'image de ma propre histoire personnelle, puisque c'est une histoire d'amour avec mon mari argentin, où dès les années 30, on a pu voir, on a pu suivre cette histoire culturelle, intellectuelle, puisque les femmes argentines, par exemple, faisaient salon à Paris. Donc prenez les bateaux, et dès les années 30. Et comment on retrouve aussi ça dans les noms des enseignes en Argentine, c'est très très courant, presque à chaque coin de rue, d'avoir un restaurant qui s'appelle Santé, un autre qui s'appelle Pour la Galerie. Alors, ça a donné des situations assez drôles, parce que, par exemple, je sais que la cousine de mon mari, un jour, m'a sollicité pour sa pharmacie. Et elle m'a dit, écoute, je voudrais mettre un nom français. Comme on dit, elle avait en anglais Charity. Alors moi, je lui ai dit en français, c'est Charité. Du coup, elle a appelé sa pharmacie Charité. Mais je sais pas si elle a très bien compris le sens du mot, parce qu'une pharmacie Charité, je lui ai dit, tu sais, les gens vont comprendre en double sens. Elle a gardé ce nom-là. Bon, j'ai dit, bon, bah écoute, si ça te plaît. Vous savez ce qu'ils aiment aussi dans le français, puisque une langue, c'est aussi une mélodie, ils aiment la sonorité de la langue française. Donc ça crée voilà des situations assez cocasses où on met des noms français, parfois sur des activités qui n'ont rien à voir avec le nom. D'accord, donc oui, c'est vrai qu'on peut réfléchir maintenant à trouver des noms pour les pharmacies, leur donner des noms en français. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, aspirine ou... Voilà, par exemple. Bon, par exemple, il y a un restaurant très, très joli qui a un salon de thé qui s'appelle Croque Madame. Ah, voilà. Voilà, et c'est une chaîne, hein, il y en a à peu près plusieurs dans la ville. Donc Croque Madame, ils adorent, les Argentins sont archi-friands de la culture française et de la langue française. Et d'ailleurs, sur Buenos Aires, par exemple, l'Alliance française est affiliée à peu près 160 écoles qui enseignent le français. Et nous sommes aussi donc parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que pour publier mes livres, j'ai créé la première maison franco-argentine trilingue pour enfants, qui s'appelle les éditions, évidemment que j'ai pris un nom en français, qui s'appelle Quel Toupé. Mais Quel Toupé existait dans la langue argentine. Et comment ça s'appelle? Que Toupé. Que Toupé. Ils ont argentinisé le mot. Oui, ça s'appelle Que Toupé. Et du coup, donc nous, on s'est fait connaître bien sûr par toutes les institutions françaises. Ils ont adoré parce qu'on est les seuls en Argentine à faire ça. Et dès le mois d'août, on a créé avec eux un programme d'apprentissage du français à travers mes livres de Lupita et ses amis. Et on démarre un pilote au mois d'août dans une des écoles affiliées à l'Alliance française. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être bien. Okay. Ça va leur plaire. Avec Toupé. Avec les éditions Quel Toupé et les livres de Lupita. Donc on a créé des fiches pédagogiques pour apprendre le français. Et les Argentins, les petits Argentins, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école comme langue finalement? Comme partout, je crois, en première langue, l'anglais. Voilà. Mais le français reste aussi une des langues optionnelles. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la culture française est aimée, elle est choyée,
Et on a voilà ce rapport avec les Argentins, ce rapport culturel qui est permanent et ils sont en demande. Moi, je vois quand j'ai présenté mes livres, que ce soit j'ai fait beaucoup de présentations en librairie, dans les salons. Nous-mêmes, les éditions Keltoupé, on a créé un événement qui s'appelle la bibliothèque Keltoupé itinérante. Et en fait, on va dans les shopping malls, qui sont ces grands shoppings, les supermarchés. Voilà, un peu. Non, c'est pas des supermarchés, c'est des galeries marchandes. Des galeries marchandes, voilà. Des fois, j'oublie mon français. Des galeries marchandes, et on s'installe en plein milieu avec une très jolie installation. On a un grand poster énorme qui est la bibliothèque que j'ai designée, qui existe dans mon bureau, dans la maison d'édition à Buenos Aires. On l'a faite en illustration, en grand poster, et on s'installe là et on fait des lectures pour les enfants en bilingue ou en trilingue. Donc on l'a fait en bilingue parce que l'anglais, on l'a intégré que depuis décembre, mais jusqu'à à peu près novembre, c'était des lectures en français et en espagnol. Je vous assure que les enfants, ils s'y intéressent. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, une langue, c'est une mélodie. Donc pour eux, c'est un chant. Alors on leur explique, on leur raconte, et ça leur plaît. Alors après, je joue avec eux, je leur dis comment on dit en français. Est-ce que vous avez retenu dans l'histoire un mot français ? Alors c'est très rigolo. Il y en a qui disent cuisine, alors la cocina, ou par exemple ils retiennent par exemple des mots un peu plus difficiles, comme des onomatopées. Alors ça, j'étais un peu étonnée. Il y avait un enfant un jour, il m'a dit onomatopée. J'ai dit oui, onomatopée. C'est quand même un mot assez dur. Et en fait, je joue avec eux. Je joue constamment sur le côté mélodieux de chaque langue. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'édition bilingue. C'est-à-dire une édition bilingue, c'est une page d'une langue et l'autre page. D'abord, c'est aussi pour un sens de lecture. Je trouvais que c'était pas assez agréable. Et je trouve que chaque langue mérite son espace. Donc, un livre, une langue. Un livre, une langue. Mais est-ce que tu as pensé à les enregistrer et en faire des livres sonores ? Oui, absolument. Ça va venir. C'est le next tape. Prochaine étape, proximo passo. Moi, je le fais en trilingue. Si tu veux l'interview, on l'a fait en trilingue. On peut rebaptiser l'émission Révolution trilingue. Voilà, pourquoi pas. Alors dis-nous un petit peu, quels sont les livres préférés des Argentins ? Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui reviennent, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants ? Alors, chez les enfants, particulièrement, évidemment, on a même l'impression qu'il s'est même argentinisé lui-même. C'est le fameux livre Le Petit Prince. Voilà, de Saint-Exupéry. On le voit partout dans les vitrines des librairies argentines. Partout, vraiment, il est lu en français ou il est lu en espagnol ? Dans les deux langues. Dans les deux langues. Évidemment, beaucoup plus en espagnol pour les petits Argentins. Mais il existe dans les deux langues. Et c'est le livre de référence pour les enfants argentins du livre français. Du livre français. Oui. Mais alors, d'où vient cette tradition ? Parce que, tout simplement, il a été prouvé quelque part que en fait tous les décors évoqués dans Le Petit Prince, c'était lors du passage de Saint-Exupéry en Argentine. Voilà, donc les Argentins ont décrété que le livre avait été écrit par Saint-Exupéry lors de son voyage en Argentine. Donc il retrouve dans le livre absolument les paysages. Les paysages argentins. Je crois, je veux pas vous dire de bêtises, parce que j'aime bien être précise, mais on retrouve la Patagonie, par exemple, bien sûr. Et alors, un écrivain aussi, et alors là, c'est un écrivain américain, qui est aussi aimé, et surtout qui a une histoire avec l'Argentine, c'est Hemingway. Hemingway a séjourné en Argentine. Donc, il fait partie des favoris. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme ça qui reviennent très souvent en Argentine ? Évidemment, nos classiques, ça c'est une évidence. Mais alors, il y a un souci qu'on retrouve et qui n'est pas forcément un problème argentin. Ça se passe un peu partout dans le monde. Et on a un peu ce revival et ce besoin dans tous les systèmes éducatifs de redonner goût à la lecture. Il faut savoir que l'Argentine, par tradition, est le pays du livre. Il y a
je crois, un livre par habitant. C'est vraiment le pays où le livre a toujours été présent dans les foyers. Ils ont vraiment cette culture du livre. Vraiment, ce sont de grands lecteurs et ils ont un amour pour la littérature qui est avéré depuis toujours. Mais je pense que cette nouvelle génération, qui est liée aux nouvelles technologies, puisqu'ils naissent avec les tablettes, avec les écrans, on a un petit peu perdu ce rapport au livre qui, pour nous, ma génération, moi j'ai 43 ans, où c'était évident qu'on démarrait avec les livres. Et ils lisent moins ou ils lisent moins de livres? Ils lisent moins de livres. Et il y a cette envie, même en France, moi j'ai lu énormément d'articles qui parlaient de ce souci de transmettre le goût et l'envie de lire à cause des nouvelles technologies. Évidemment, c'est pas la cause première, parce que les nouvelles technologies ont tout leur bienfait, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette bataille entre eux. On a du mal à les amener au livre. C'est vrai que le livre, on peut pas zoomer une page, on peut pas faire une interaction. Mais moi, ce que je promeux à travers mes livres, c'est ça. C'est vraiment cette relation unique entre l'enfant et l'objet. Tu veux ce rapport entre... Ah oui, complètement. Parce qu'un livre, c'est sacré. Et contrairement à une tablette, un livre, c'est éternel. C'est un objet qui va rester et qui va se transmettre. Et moi, ce que j'aime dans la transmission de la culture, c'est cette transmission d'histoire. Et la transmission de notre histoire, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit historique, il faut qu'elle passe à travers un livre. Parce que c'est ce qui va rester. On le dit, on dit que les écrits restent et les paroles s'envolent. Et les écrits restent, et franchement, les paroles digitales, elles s'envolent aussi. Elles disparaissent. Ou elles s'effacent. Et contrairement à la physique, elles ne se transforment pas. Elles s'effacent même très rapidement aujourd'hui. Oui. Il y a même des sociétés aujourd'hui qui ont créé des systèmes pour effacer nos données. Voilà. Mais dans le livre, on ne peut pas effacer les données. C'est éternel. Qu'est-ce que tu conseilles de faire aux parents, finalement moi, honnêtement, de les faire baigner, de les insérer dès le plus jeune âge dans des milieux multilingues. Parce que vraiment, c'est de leur donner l'outil essentiel, leur donner, c'est comme, j'essaie de faire des métaphores, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'assez impactant? C'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui n'ont pas les outils et malgré tout ils se surpassent et ils y arrivent. Finalement, c'est un petit peu ne pas leur donner l'aliment. Voilà, c'est un aliment, une langue. C'est un aliment. Un enfant, un bébé quand il naît, il a besoin de lait. Voilà, le lait, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément nutritif d'un bébé. Un enfant, c'est pareil. Son élément nutritif d'aujourd'hui, c'est d'avoir des langues supplémentaires. Au moins une. Sa langue maternelle, plus une. Et dans l'idéal, 2. Puis après, c'est au choix. C'est de l'optionnel, mais moi je dirais de l'optionnel plus quand même. Il faut y aller. Si on peut être quadrilingue et plus, on n'hésite pas. D'accord, donc finalement je vais devoir changer le titre de l'émission en Révolution quadrilingue. Quand on dit révolution bilingue, ça sous-entend que derrière il y a d'autres langues, c'est évident. Le bilingue, c'est parce que c'est l'idée aussi de l'un à l'autre. C'est aussi, j'imagine, cette idée de se parler, de l'échange. Un peu comme un tango. Exactement. Un tango se fait à 2, toujours. Et le professeur Jacquard disait quelque chose de magnifique. Quelle est la chose plus excitante et intéressante qu'un cerveau, sinon 2 cerveaux en interaction? Muchas gracias, Keren. Merci à toi, Fabrice. Thank you very much. Muchas gracias. Toda raba. Shukran. Obrigado. Arrivederci. Grazie. En japonais, c'est arigato. Keren Benoliel est avant tout une collectionneuse de mots, de tous les mots. Ceux qui dansent, se dandinent, s'envolent, se cognent, interpellent, se cachent ou se gravent à jamais. Ces valises, toujours prêtes à décoller pour l'aventure, l'ont un jour emmenée au bout du monde.
Dès lors, la lecture devient pour elle un lieu inconditionnel d'échange entre le jeune lecteur et l'adulte qui l'accompagne sur ce merveilleux chemin de la connaissance. Merci à Emmanuel Saint-Martin de French Morning et à Zara Poonawala pour le montage. À très bientôt sur Révolution Bilingue.